Plusieurs mélanges entre spatial et aviation existent. Certains sont très connus, la navette spatiale par exemple. D'autres moins. C'est le cas du North American X-15, l'avion le plus rapide du monde. Voici son aventure. En 1954, le NACA, l'ancêtre de la NASA, demande à lancer un nouveau projet d'avion à record pour l'étude des vols à très haute vitesse et très haute altitude. North American propose donc un appareil qui répond à ces exigences, tandis que Reaction Motors s'occupe de créer le moteur fusée. Le X-15 était né. Le premier X-15 sort d'usine en 1958, mais le moteur prend du retard et ne sort qu'en 1959. Cet avion, ou plus exactement cette fusée ailée, commence son vol sous l'aile d'un B-52 spécialement modifié. Alors, il est largué depuis l'altitude de 15 000 mètres et tombe comme une pierre, allume son moteur XLR 99 et grimpe en flèche. Le pilote est plaqué sur son siège et ne contrôle son appareil que grâce à des petits manches sur les côtés, ne pouvant accéder aux manches à balai principales. Ces petites manettes n'actionnent pas des commandes classiques, mais des jets de peroxyde d'hydrogène, comparables au système RCS des vaisseaux spatiaux. Le X-15 atteint alors l'espace, à une vitesse de plus de 6500 km/h. Après quelques secondes en apesanteur, le X-15 redescend et subit les dangereux effets de la rentrée atmosphérique, à une échelle toutefois plus mesurée que celle des capsules spatiales. En effet, à cause des frottements de l'air sur le fuselage dû à la vitesse, c'est-à-dire la friction, la surface du X-15 monte rapidement à 700 degrés. Cette surface est donc en Inconel X, un métal spécial qui résiste très bien à ces températures extrêmes. Après la partie chaude de la rentrée, le X-15 se met à planer, contrôlé cette fois de manière classique. Vers 1000 mètres d'altitude, le bas de la dérive ventrale est largué pour que le train d'atterrissage principal, composé de skis, puisse se déployer et toucher le sol. Tout ceci se passe à plus de 300 km/h sur une piste de sable pétrifié extrêmement dure dans le lit de Roger Dry Lake, un lac asséché. Depuis le largage du X-15, il s'est écoulé seulement 15 minutes. C'est le temps d'un vol. Au total, 3 X-15 furent construits et nommés numéro 1, 2 et 3. 5 novembre 1959. Le X-15 est en vol. Soudain, une alarme se déclenche. Incendie moteur. L'un des XLR-11, le moteur provisoire installé sur ce modèle, a pris feu. Le vol est écourté, mais la masse de carburant dans l'appareil est plus grande que prévu, n'ayant pas été brûlée. Mais pour l'heure, le X-15 s'apprête à atterrir. Soudain, il se plie en deux. Cette masse supplémentaire aura eu raison de lui. Le pilote s'en sort indemne, et l'avion sera finalement reconstruit. Juin 1960. Tout l'arrière du X-15 numéro 3 explose à la suite d'un essai au sol d'un moteur. Scott Crossfield, le pilote, en sort indemne et l'appareil sera également reconstruit. 2 autres accidents eurent lieu. Dans l'un, le pilote fut tué et dans le second, il fut gravement blessé. Lors d'un accident impliquant le X-15 numéro 2, celui-ci eut de graves dommages. On décida de le reconstruire, mais en mieux. Ce nouveau X-15, né nommé X-15A2, est une version améliorée de son prédécesseur. Il est désormais capable d'atteindre Mach 8 et sert de banc d'essai volant pour un statoréacteur. Pour aller jusqu'à Mach 8, la solution adoptée est d'augmenter la durée de fonctionnement du moteur, donc d'augmenter la capacité de carburant et de comburant. En théorie. Dans cette optique, on allonge le fuselage et on ajoute 2 réservoirs externes largables. La vitesse et l'accélération étant plus importantes, la température l'est aussi, en raison donc de la friction. Pour protéger l'appareil, on le dote d'un revêtement blanc qui se désagrège petit à petit au cours du vol, un revêtement ablatif. Des compartiments pour les nouveaux équipements de mesure sont ajoutés. Finalement, le X-15A2 pèse près de 10 tonnes de plus que le X-15 numéro 2. On renforce donc le train d'atterrissage en conséquence. Et comme le statoréacteur est à l'endroit de l'ancienne dérive largable et qu'on ne peut larguer cet équipement, la garde au sol est agrandie pour ne pas l'endommager. C'est le X-15A2
qui établit le record de vitesse absolue pour un avion habité. Il atteignit 7273 km/h à 31 km d'altitude, le 3 octobre 1967. Ce fut le vol le plus rapide, mais aussi le dernier. En effet, la température a dépassé 1300 degrés lors de la rentrée atmosphérique de l'appareil, ce qui l'endommagea gravement. L'avion fut remis en état mais ne vola plus jamais. En parlant de record, le X-15 fut le premier avion spatial. Plusieurs de ses pilotes atteignirent l'espace, selon l'USAF, 80 km pour certains, et selon la FAI, 100 km pour d'autres. Mais ces vols ne furent pas sans risque. Plusieurs pilotes moururent ainsi durant leur vol, mais ils resteront finalement dans l'histoire. De grands noms comme Neil Armstrong voleront sur cet appareil qui restera dans la légende. Mais qu'en est-il de sa succession ? Le X-15 avait comme objectif de tester et de préparer les vols spatiaux, dans le cadre des programmes Mercury, Gemini et bien sûr Apollo. Ceci s'étant terminé avec succès, rien ne justifiait un nouvel appareil. Mais c'est avec le besoin naissant d'envoyer à moindre coût des charges civiles dans l'espace qu'un nouvel engin est imaginé, le X-43. Mais il n'a lui rien à voir avec son ancêtre. Il est sans pilote, mesure à peine 3 mètres de long et possède une forme dite Wave Rider, c'est-à-dire un corps portant. Mais la plus grosse évolution est son propulseur. En effet, le moteur fusée n'est plus. Le X-43 utilise en effet le système le plus utilisé dans l'aéronautique actuelle, le réacteur. J'entends par là l'utilisation d'un statoréacteur, mais pas n'importe lequel. Un super statoréacteur. Car un statoréacteur normal possède lui une limite de fonctionnement pratique dans sa vitesse. La version super permet ainsi de dépasser Mach 6. Sa forme est légèrement différente et la gestion du carburant se doit d'être ultra efficace pour suivre l'arrivée d'air qui, elle, ne peut pas être trop ralentie, sous peine de se retrouver avec une limite de vitesse comme sur un statoréacteur normal. Ainsi, le X-43A fut accroché sous le B-58 Balls 8, celui-là même ayant lancé les X-15 à leur époque. Cependant, les superstatos ne peuvent être activés à vitesse subsonique, en dessous de la vitesse du son. Et le B-58 ne peut pas aller bien plus vite que 1000 km/h. Donc le X-43 sera situé au sommet d'un étage propulsif, issu d'une fusée aéroportée Pegasus. Celui-ci sera largué en vol pour permettre à l'appareil d'atteindre une vitesse fantastique. Reprenons. Le B-58 Balls 8 largue la fusée Pegasus à 13 000 mètres d'altitude. Le X-43 est propulsé pendant 90 secondes par la fusée, lui donnant une vitesse de Mach 7. Une fois largué, le X-43 accélère durant 12 secondes, pas plus. Mais sa vitesse passe de Mach 7 à Mach 9,6. Cette impressionnante accélération lui fait subir pas moins de 12 G. Le frêle engin vit son poids passer de 1,2 tonnes à pas moins de 14. L'appareil se retrouve alors en vol plané pour quelques minutes avant de s'écraser ou plutôt d'amérir dans le Pacifique. Ainsi, l'histoire des vols hypersoniques, que ce soit en X-15 ou dans d'autres appareils, a pu révéler de talentueux pilotes et ingénieurs qui ont pu permettre la création de tels engins révolutionnaires et semeurs de rêves.